La Cour est réunie ce jeudi 4 février 2021 pour juger l'entreprise Sanofi. Notre tribunal a été saisi de plusieurs chefs d'accusation. Trahison sanitaire, mise en danger de la vie d'autrui, licenciement injustifiable et injustifié, massacre de la recherche et j'en passe. Depuis 1973 et sa création, Sanofi est au cœur de la médication française. Du Doliprane au Plavix, nous avons tous eu du Sanofi entre les mains et dans le corps. Mais la question se pose. Au vu des derniers scandales qui ont émaillé l'actualité du groupe ces dernières années, à quel prix? La Cour interroge aujourd'hui différents témoins qui viendront à tour de rôle éclaircir les accusations portées à l'encontre de l'entreprise, qui, je le rappelle, distribue chaque année près de 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Avant de commencer les débats, j'appellerai successivement à la barre Aurore Juvenel, greffière, et Antoine Martin, greffier, qui procéderont à la lecture des pièces à conviction. Par ailleurs, je demanderai aux témoins de limiter leur intervention à 2 minutes. Je saurai leur rappeler si besoin. Il faut dire qu'ils sont nombreux à avoir voulu témoigner aujourd'hui. Pour la première pièce à conviction, il s'agit d'une lettre reçue par le journal Fakir, adressée par Claire en 2017. Merci Madame la Présidente. Pièce à conviction numéro 1, courrier adressé au journal Fakir. Amiens, vendredi 13 janvier 2017. Fakir, la dépakine, tu connais? Claire nous avait adressé un long courrier signé « Une maman fatiguée ». Une mère célibataire de 2 enfants, Lucas et Colin. Tout allait bien. À l'école, j'ai aperçu des petits signes d'abord. En maternelle, en primaire, ils étaient toujours seuls dans la cour de récréation. Ils ne ramenaient jamais de copains à la maison. Ils n'étaient jamais invités aux anniversaires. On croisait des gamins qui disaient « Bonjour Colin, ça va ?» Mon gosse, je lui demandais « C'est qui lui ?»« Oh ben, je sais pas. »« Comment il s'appelle ?»« Oh ben, je sais pas. » Et puis les familles autour, c'est « Ah bah oui, bah le mien il est au conservatoire, il joue du violoncelle, nanana. Moi le mien, il faisait rien. T'as beau l'inscrire dans toutes les activités, ça ne marche pas. Chez les psys, c'est toujours la même rengaine. C'est que les parents sont séparés. Ils sont perturbés, vous comprenez. Ils me renvoyaient la faute en pleine face. Pareil à l'école. Et moi je me bagarrais avec mes gosses. Qui n'apprennent pas, qui ne veuillent pas apprendre, je ne le comprenais pas. J'ai vraiment crié sur eux, je me suis fâchée. Je les tenais pour des paresseux. Jusqu'au printemps 2016. À la radio, j'entends dépakine. Je tends l'oreille. Le médicament serait responsable de troubles du neurodéveloppement. Il pourrait entraîner des cas d'autisme. Ça fait drôle. On reste quelques jours à se dire, mais est-ce que ça peut correspondre? Est-ce que j'exagère pas? On a du mal à accepter. C'était donc ça la cause. Dépakine. C'était donc ça leur mal. L'autisme. Ouais. Merci. J'appelle donc le premier témoin, Claire, représentante de l'APESAC, Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Elle va nous lire une lettre de Marine Martin, présidente de l'APESAC. Je vous en prie, Claire. Merci Madame la Présidente. La dépakine, c'est un médicament qui permet de stabiliser les crises d'épilepsie, mais qui, s'il est donné aux femmes enceintes, engendre des malformations et des troubles autistiques sur l'enfant à naître. C'est une belle découverte. Le laboratoire français Labas qui l'a faite s'est trouvé racheté par Big Pharma, Sanofi. Pendant plus de 50 ans, Sanofi a trompé les femmes épileptiques en leur faisant croire que ce médicament ne représentait pas de danger pour le bébé, alors qu'il pouvait malheureusement entraîner la mort du fœtus. Il faut attendre 2009, à force de recherche, de questionnement, étant moi-même épileptique, traitée par dépakine, pour que je fasse le rapprochement entre la malformation et l'autisme dont souffrait mon fils.
Dans la notice du médicament en 2009, rien n'est inscrit. Uniquement, consultez votre médecin. Pourtant, la littérature scientifique à cette époque était extrêmement fournie. Commence alors un combat pour dénoncer le scandale. Rassembler les familles dans la même situation que moi. Alerter la presse, nos élus, nos institutions, le laboratoire Sanofi. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que j'ai fondé la PESAC, presque autant que j'ai intenté des procès, des procédures au civil, au pénal, au tribunal administratif, en action de groupe, en créant un fonds d'indemnisation spécial d'Épakine. Mais aujourd'hui, toujours rien. Si ce n'est quelques familles indemnisées, une dizaine à peine sur des milliers. Sanofi refuse d'assumer sa responsabilité, refuse d'indemniser ses enfants. C'est l'État qui aujourd'hui paie à la place de Sanofi. Là encore, le contribuable doit sortir le chéquier. Il fait annuellement un chèque de 77 millions d'euros pour ce fonds d'indemnisation. Là encore, on demande à vous, les Français, de payer à la place de Sanofi. Un scandale. Comment une entreprise aussi riche, reconnue responsable par la justice, condamnée, continue à piller l'État, lui demander de payer à sa place? L'argument de Sanofi, l'État nous a donné l'autorisation de commercialiser ce médicament. Certes, oui, la responsabilité de l'agence de médicaments a normalement un rôle de gendarme à engager. Mais cela ne dédouane en rien le producteur pour sa tromperie dans la notice à destination des patients. Là, nous parlons de plus de 30 000 enfants victimes et de plusieurs centaines de décès. Aujourd'hui, j'ai traîné Sanofi au pénal pour qu'il soit poursuivi pour tromperie aggravée, mis en danger de la vie d'autrui et homicide. Des années de procédures longues, difficiles, où le juge n'a même pas estimé bon d'aller faire des saisies dans leurs locaux. Où est la justice? Quelle justice pour ces enfants autistes, pour ces enfants décédés? Sanofi tue. Chaque jour, des femmes m'appellent pour me faire part de leur souffrance, de leur désarroi, leur impossible deuil. Malgré mes multiples tentatives de dialogue avec eux, ils refusent d'assumer leurs responsabilités, me répondant que l'État paiera. Trouvez-vous éthique qu'un laboratoire laisse mourir des enfants ou les laisse vivre dans des conditions indignes parce que ces enfants-là ont besoin d'aide de vie dans leurs gestes quotidiens? Imaginez-vous la vie de ces mères malades, épileptiques, rongées par la culpabilité d'avoir voulu se soigner en ingurgitant la dépakine qui empoisonnait leur bébé. C'est indigne, c'est cruel, monstrueux de la part de Sanofi de nous laisser continuer à souffrir dans l'indifférence générale. Merci Madame la Présidente. Merci Claire. Merci pour ce témoignage particulièrement éloquent. Une nouvelle pièce à conviction maintenant. Il s'agit du témoignage du père d'Alec aux États-Unis qui s'exprime suite au décès de son fils diabétique. Merci Madame la Présidente. Pièce à conviction numéro 2. Témoignage du père d'Alec à Boston, États-Unis, novembre 2018. En novembre 2018, des parents déposent les cendres de leur fils diabétique à l'entrée d'un centre de recherche de Sanofi à Boston, à Massachusetts. Celui-ci, diabétique de type 1, était décédé après avoir essayé de rationner son insuline. Après avoir dépassé l'âge de 26 ans, il n'était plus couvert par l'assurance maladie de ses parents et aurait dû débourser, selon ses parents, autour de 1 300 $ par mois pour un traitement normal. Déclaration de son père. Les prix élevés de Sanofi tuent les gens comme mon fils Alec. J'en ai assez de les voir écouter mon histoire puis ne rien faire. Je ne demande plus de baisser leur prix, je l'exige. Un flacon d'insuline coûte 5 $ à produire, mais son prix moyen est passé de 25 à 500 $ en quelques années.
Le produit en cause, le Lantus, est également commercialisé en France en 15e position des médicaments les plus remboursés par la Sécurité sociale. Merci. Édifiant. J'appelle maintenant à la barre le second témoin, Bertrand Burgala, de l'association Diabète et Méchants. Merci Madame la Présidente. Monsieur Burgala. Eh bien, voilà, notre association s'est fondée en grande partie à cause de ce scandale de l'insuline, et en particulier de celui de la Lantus. L'insuline a été inventée il y a 100 ans, bientôt 100 ans, par quatre chercheurs de Toronto, et qui avaient donné leur brevet pour $1 symbolique à l'université de Toronto, pour justement sauver tous les diabétiques insulinodépendants dans le monde, qui c'est en particulier des enfants qui sans cette insuline mouraient dans d'atroces souffrances. Donc en 1922, l'insuline coûtait $1, on pouvait la fabriquer dans le monde entier. Il avait fait justement pour sauver des vies. Et puis au fur et à mesure, des brevets ont été déposés. Et puis en 2000, Sanofi, par des rachats, par des poupées russes, des fusions-acquisitions, par Ron Poulain, qui avait elle-même racheté une autre entreprise, a sorti une insuline, la Lantus. Et cette insuline, ils ont eu un coup de génie, c'est qu'ils ont fait croire qu'elle avait une amélioration de service médical rendu, et ils ont obtenu qu'elle soit vendue 50% plus cher que les autres insulines, et qu'elle soit remboursée 50% plus cher. Il a été prouvé ensuite qu'il n'y avait absolument aucune amélioration de service médical rendu. Mais grâce à ça, le prix de l'insuline a commencé à monter, et il a atteint effectivement les sommets qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire avec des marges qui vont de 2000 à 10 000% sur l'insuline, qui est un produit vital. Donc Sanofi a volé les comptes publics, a volé des dizaines de milliards, puisque ça représente en moyenne 5 milliards de bénéfices, pas de bénéfices, de chiffre d'affaires pour Sanofi tous les ans. Donc sur 20 ans, il y a à peu près une centaine de milliards, dont une grande partie ont été volés aux comptes publics. Ce sont des milliards en moins pour les services médicaux, pour les services d'urgence, pour les soignants. Donc ce sont des assistés qui continuent effectivement à donner des dividendes, mais comme Madoff, parce que c'est une boîte qu'ils sont en train de liquider en réalité. Il n'y a plus de brevets en France, plus rien n'est en France. Ils sont en train de liquider la recherche. Donc c'est une boîte qui s'effondrera, et c'est pour ça qu'ils donnent des milliards de dividendes aux actionnaires. Donc pourquoi ensuite la Lantus? Donc non seulement elle a volé les comptes publics, mais elle tue, puisqu'ils se sont débrouillés pour être en situation d'oligopole avec deux autres compagnies. Ils empêchent tout autre nouvel entrant de fabriquer de l'insuline, ce qui est absolument épouvantable. Donc la moitié des diabétiques insulinos dans le monde aujourd'hui n'ont pas accès à l'insuline et meurent. Il n'y a pas de diabétiques insulinodépendants en Afrique subsaharienne parce qu'ils sont morts. Donc on parlait tout à l'heure de poursuivre Sanofi. Sanofi, dans l'insuline, dans la dépakine, c'est épouvantable. Dans l'insuline, ils sont coupables d'homicide, et même d'homicide volontaire, puisqu'ils le savent très bien. On est venu ici il y a 1 an pour leur dire, ils ne veulent rien entendre, ils n'ont absolument aucun argument, et en plus ils se vantent maintenant d'avoir supprimé la recherche sur le diabète. C'est-à-dire que le seul argument qu'ils pouvaient avoir, c'était de dire on fait de la recherche. Leur recherche, elle était totalement fallacieuse. Ils cherchaient tous les 15 ans un nouveau produit. Monsieur Burgala, je vais être obligée de vous rappeler les règles de ce tribunal. C'est 2 minutes qui vous sont imparties. Et merci de nous avoir donné la parole. Mais merci à vous, merci. La Cour tient à remercier ses premiers témoignages, mais de nouveaux éléments sur la recherche, cette fois, sont versés au dossier. J'appelle de nouveau les greffiers pour nous faire lecture des pièces utiles au procès. La suivante concerne un article du Midi Libre de 2017. Merci Madame la Présidente. Pièce à conviction numéro 3, article du Midi Libre du 27 avril 2017, transmis par un lecteur. Bonjour, je voulais vous transmettre cette info hallucinante publiée aujourd'hui dans Midi Libre, mais peut-être que l'info vous a déjà été donnée. Incroyable mais vrai, Montpellier, Sanofi détruit une usine neuve. La société Sanofi a lancé il y a quelques semaines, sur son site de Montpellier, le démantèlement d'un bâtiment flambant neuf. Un certain informant parmi les chercheurs a accompagné l'annonce de la démolition, puisque cette unité, achevée en 2012 et qui n'a jamais servi, aura coûté 107 millions d'euros. L'objectif de Sanofi est de disposer, d'ici à la fin de l'année, d'une structure sans toit ni fenêtre, notamment afin de ne pas payer la taxe foncière sur le bâtiment
évalué à 1 million d'euros. Et le témoignage de Xavier Tabary, ancien directeur du site de Montpellier, ce bâtiment n'a pas servi, personne n'y a apporté un supplément d'âme. Dans ma feuille de route, il m'a été donné un certain nombre de dossiers à traiter, dont celui-ci. Merci. J'appelle donc comme témoin Sandrine Caristan, chercheuse à Sanofi sur le site de Montpellier, qui va évoquer la destruction du bâtiment en question. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sandrine, je travaille sur le site de Montpellier depuis 30 ans et je suis dans la boutique depuis 35 ans bientôt. Et donc ce qui s'est passé à Montpellier, c'est que voilà, ils ont construit un bâtiment qui devait fabriquer des petites molécules à visée thérapeutique. Et on l'a donc construit, on l'a validé, on l'a installé. À l'intérieur, moi j'avais un laboratoire pour faire donc des analyses, pour suivre le pilote de la chimie. On aurait dû être une équipe de 8 personnes, on aurait dû travailler en 2 sets. Mais le changement de direction de la stratégie de Sanofi, on a décidé autrement. Et le jour où j'ai reçu l'autorisation d'ouvrir mon laboratoire, car il était conforme aux bonnes pratiques de fabrication, eh bien ce jour même, on a été convoqué par la direction pour nous expliquer « Non mais, on va pas le fermer, mais on va pas l'ouvrir. On va le garder sous cloche, un peu comme les pyramides d'Égypte pour les générations futures. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment, il est resté comme ça. Ils ont fermé l'électricité, on ne pouvait plus rentrer dedans. Il a fallu qu'on déménage vite nos appareils pour les récupérer, parce que sinon ils auraient été enfermés à l'intérieur. Et ensuite, on l'a vu abandonné. Et pour finir, on a appris qu'il allait être détruit. Donc moi, je vous ai ramené des preuves de ce que j'avance. Très bien. Donc ça, c'est le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment de 12 000 m², flambant neuf, bio, sans avoir eu aucun salarié à l'intérieur. Ça, c'est avant, la jolie devanture, comme la verrière un peu qu'on a derrière. Ça, c'est pendant. Ils sont en train de le raser à grands coups de tractopelle. Il y a une magnifique photo aussi d'un magnifique bulldozer qui est en train de raser notre bâtiment. On était en pleurs, nous, devant, quand on voyait ça. Ça, c'est hier. Voilà ce qui reste du bâtiment. Il ne reste plus donc que 2 cheminées. Et à la place de mon laboratoire, eh bien, c'est un jeu d'échecs. Je ne sais pas où le cynisme de Sanofi va s'arrêter, car la symbolique de ce jeu géant d'échecs à la place de mon laboratoire, c'est quand même lamentable. Je vous remercie. Merci Madame Caristan pour ces images particulièrement choquantes. Merci à vous. Merci. Messieurs, dames les greffiers, je vous prie d'apporter la pièce suivante. Il s'agit d'un échange entre Élise Lucet, journaliste sur France Télévisions, et Emmanuel Macron, alors jeune ministre de l'économie sous François Hollande en 2015. Pièce à conviction numéro 4, donc extrait de l'émission Cache Investigation France 2, le 2 mars 2015. Vous versez des crédits impôt recherche à Sanofi. Pour 2013, par exemple, c'est 125 millions d'euros et c'est le minimum chaque année qui a été versé à l'entreprise. Oui. Il y a un crédit d'impôt recherche qui est versé à un groupe et qui a supprimé des postes où ? Dans la recherche. Alors ça, franchement, c'est quand même assez incompréhensible. Mais si on n'avait pas ce crédit d'impôt recherche plébiscité par toutes les entreprises, petites et grandes, Sanofi aurait mis depuis longtemps sa recherche, et sans doute même ses quartiers généraux, hors de France. Merci. Merci aux témoins. Pascal Colmy. Excusez-moi. Bon, il faut que le procureur s'y mette un peu et aide. C'est Pascal Colmine qui va venir témoigner. Merci. Bon, de rien, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le procureur. Bonjour à toutes et tous, Pascal Colmine, chimiste, 32 ans de carrière chez Sanofi et ex-Rhône Poulenc. Donc le crédit impôt recherche, oui, c'est une catastrophe pour la recherche française. Sanofi empoche ses crédits d'impôt et qu'est-ce qu'elle fait en contrepartie? Elle licencie, elle n'embauche pas des jeunes. Alors moi je travaille dans un laboratoire où on a besoin de transmettre notre expertise
scientifique, c'est des années d'expertise. Et quand on demande d'avoir du sang neuf, Sanofi nous dit « mais vous comprenez, monsieur Colmine, c'est compliqué, on ne peut pas embaucher… Mais moi je réponds en général à la direction « mais écoutez, monsieur le directeur, Sanofi c'est pas la PME du coin quand même. Rappelez-moi le chiffre d'affaires, rappelez-moi les bénéfices qui sont à chaque fois versés aux actionnaires. Mais oui, mais vous comprenez pas que nous avons des contraintes et tout. » Donc en gros, nous, au centre de recherche de Vitry, nous ça fait des années qu'on subit des plans de restructuration. Et ça fait des années aussi que Sanofi empoche le crédit d'impôt recherche à hauteur de 130 millions par an à peu près, ce qui fera à peu près autour de entre 1 milliard et 1,5 milliard depuis 10 ans. Et nous, quand nous demandons des embauches, nous n'en avons pas. Alors, nous sommes passés en recherche sur toute la France de 6400 salariés à bientôt moins de 3000. Et les centres de recherche ferment les uns après les autres. Toulouse, La Beige, Alfortville, maintenant Strasbourg. Qui sera le prochain? C'est marqué sur toutes nos blouses, à qui le tour? Donc nous, ce qu'on veut évidemment, c'est que le crédit impôt recherche soit retiré à des entreprises qui licencient. Parce qu'il n'y a aucune raison que ces entreprises bénéficient de crédit d'impôt recherche pour licencier, surtout en pleine pandémie. Pays de Louis Pasteur, Sanofi, pas foutu de trouver un vaccin. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là? Donc voilà, donc nous on se battra pour l'avenir, pour l'emploi des jeunes, pour que la recherche elle continue, pour un pôle public de santé, pourquoi pas, parce que cette santé, elle doit échapper à la rapacité des actionnaires, parce qu'on est bien en face de rapaces. Merci Monsieur Colmine pour votre intervention. Merci beaucoup. La Cour vous remercie. En plus de la recherche du médicament, il y a des éléments que la Cour souhaite comprendre. La stratégie d'entreprise, son déploiement. Messieurs, dames les greffiers, merci de nous faire la lecture d'un nouveau témoignage, celui de Philippe Mercet, ancien salarié de Sanofi, licencié en 2014. Merci Madame la Présidente. Pièce à conviction numéro 5, témoignage de Philippe Mercet, ancien chimiste chez Sanofi en 2017. Philippe Mercet, un ancien chimiste, fait partie de ces employés qui ont quitté le groupe en 2014, victimes des différents plans de suppression de postes dans la recherche. Quel intérêt a Sanofi à maintenir sa recherche? Aucun. Dans les pays émergents, plusieurs milliards de personnes ont accès aux médicaments de la boîte parce qu'ils voient augmenter leur niveau de vie. Ils peuvent leur vendre tout ce qu'ils vendent depuis 40 ans à l'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, sans risque de scandale, avec l'avantage du nombre. Alors autant arrêter la recherche. Ça fait des années que pour eux, il n'est plus question de santé publique. Terrible. J'appelle à la barre Madame Marion Lessac, chercheuse et membre du collectif anti-Sanofric, pour que la Cour et les jurés puissent entendre son témoignage. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je voudrais apporter un témoignage en particulier sur la recherche sur les anti-infectieux. Donc les anti-infectieux, c'est tout ce qui concerne les antibiotiques, donc pour lutter contre les maladies bactériennes, mais aussi les antiviraux pour lutter contre les infections virales. Donc il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, depuis des années, exhorte l'industrie pharmaceutique à faire de la recherche sur les antibiotiques. On a besoin en fait de nouveaux antibiotiques parce que les anciens, les bactéries deviennent résistantes. Donc on se retrouve avec des bactéries qui sont réfractaires à tous les antibiotiques qu'on a sous la main. Donc on est complètement démunis face à ces bactéries résistantes. Donc Sanofi, Big Pharma, déjà, c'est une entreprise quand même de 100 000 salariés dans le monde et ils avaient une équipe de recherche sur les antibiotiques de 100 personnes. Donc c'était déjà pas très ambitieux. Mais qu'a fait Sanofi en 2018? Ils ont décidé d'arrêter complètement la recherche sur les antibiotiques. Et ça, ils l'ont décidé sans demander l'avis de personne. Ils n'ont pas demandé l'avis des patients, des citoyens, des associations de malades. Ils l'ont décidé parce que l'antibiotique, c'est un médicament qui est rentable, mais qui n'est pas assez rentable. Donc c'est uniquement pour des raisons financières que Sanofi a décidé
de sacrifier la recherche sur les anti-infectieux. Et aujourd'hui, face à une infection virale, on se retrouve complètement démunis. On n'a pas le moindre médicament pour traiter. Voilà le témoignage que je voulais apporter. Je vous remercie, Madame Lessac. Merci beaucoup. Madame la greffière, pouvez-vous maintenant nous faire la lecture d'une nouvelle pièce à conviction qui concerne cette fois-ci l'usine Sanofi de Romainville, dont le dernier site a fermé en 2013. Tout à fait, Madame la Présidente. Donc pièce à conviction numéro 6, extrait de la pièce de théâtre Usine Roman sur la fermeture de l'usine Sanofi de Romainville, témoignage de Mathilde, salariée. Les rapports expliquaient qu'il fallait fermer Sanofi à Romainville, non pas à cause d'un manque de performance, mais pour des questions de synergie, de stratégie mondiale. Il y était écrit noir sur blanc que la fermeture de Romainville ne se justifiait pas par des difficultés économiques. La lutte a donc démarré. Je suis convaincue aussi que la lutte n'aurait pas duré si longtemps si les salariés n'avaient pas été persuadés de lutter pour la santé publique en même temps que pour leurs emplois. J'ai été très optimiste au début du combat. En 2000, j'ai rencontré le DRH à qui j'ai dit « Nous avons tout pour gagner, toutes les forces convergent dans notre combat ». Il m'a répondu « Nous arriverons à vous isoler ». Il a tenu parole. Ils ont divisé, ils nous ont dénigrés, ils ont récompensé. La direction nous a isolés et son mensonge est devenu réalité. Romainville a fermé. Déjà, des pertes sont irrémédiables. Quand tu fermes un laboratoire qui travaille sur les anti-infectieux et que tu veux le rouvrir 10 ans plus tard, il faut reconstituer tout un capital de connaissances, de savoir-faire, de travail en commun. Un jour, nous le paierons très cher. J'appelle donc à la barre Madame Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne. Donc bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si ça se dit dans un tribunal, mais moi je le dis. Effectivement, je suis là pour soutenir les salariés de Sanofi, pour dénoncer les plans de licenciement. Et dans mon département, le département du Val-de-Marne, il y a un impact énorme. Après avoir fermé Alfortville qui était spécialisé depuis 30 ans dans la sécurité du médicament, et on l'a vu, on en a bien besoin. Après avoir affaibli et continué d'affaiblir Vitry, après restructurer les conditions de travail, j'habite une ville qui s'appelle Gentilly. En juin dernier, il y a une salariée qui s'est suicidée suite justement à ces réorganisations, cette déshumanisation qui existe dans les bureaux chez Sanofi. Alors oui, en tant que parlementaire communiste, j'accuse, c'est inadmissible qu'en pleine pandémie, il y ait ce cynisme d'annoncer des milliers d'emplois supprimés alors qu'ils se gavent de fonds qui sont des fonds publics. Et ensemble, il faut les dénoncer, il faut les faire reculer. Aujourd'hui, non seulement c'est non au licenciement, mais c'est oui aux embauches. Il faut plus de chercheurs, il faut plus de salariés dans l'industrie pharmaceutique parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour les médicaments. Ils laissent tomber des médicaments pour soigner la maladie de Parkinson, des maladies, les antibiotiques, parce que ça n'est pas suffisamment rentable. Il faut la pluie et le beau temps. Alors non seulement il faut les arrêter, parce que c'est dangereux pour la santé publique en France, en Europe et dans le monde, mais c'est dangereux pour le bien commun qu'est la santé pour toute l'humanité. La santé, ça n'est pas une marchandise, le médicament, ça n'est pas une marchandise, et les vaccins, il faut absolument que dans le pays de Pasteur, il y ait la possibilité effectivement de sortir des vaccins. Et je veux saluer les salariés, les chercheurs qui en France ont un savoir-faire. Oui, on peut sortir un vaccin si on n'est pas comme Sanofi, pris uniquement par la loi du profit. Donc je dénonce, j'accuse, je soutiens. Et je dis aujourd'hui, et ce sera ma dernière phrase, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, pour les arrêter, il faut un pôle public du médicament et de la recherche. C'est ce que j'ai déposé au Sénat et mes camarades parlementaires communistes à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter que les grands laboratoires fassent la loi. C'est le peuple qui
qui doit faire la loi, c'est ses représentants qui doivent faire reculer aussi le gouvernement. Ensemble, on va y arriver. Merci Madame Cohen. La Cour vous a entendu. Bien. Depuis plus d'un an désormais, le pays est plongé dans sa première grande crise sanitaire du XXIe siècle avec le virus du ou de la Covid, je ne sais plus. S'il existe désormais plus d'une dizaine de vaccins sur le marché, la Cour souhaite comprendre la faillite de Sanofi en la matière. Merci à Antoine Martin, greffier, de nous rappeler un épisode mettant en scène le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2020 sur un site de Sanofi. Juste, si je peux me permettre, je crois qu'il manquait un témoin tout à l'heure. Dernier chef d'accusation, Monsieur Blanco. Monsieur Blanco, évidemment, la Cour s'excuse, moi de même. Madame la Présidente. Tout à fait, Monsieur Blanco. Veuillez recevoir les excuses de la Cour et de moi-même. On va finir par penser que vous êtes du côté de Sanofi. Donc j'ai une minute de plus en compensation. Faites. Donc Manu pour la Fédération nationale des industries chimiques. C'est pas très sympa tout ça. Sanofi est aussi, on doit le dire, une entreprise exemplaire. Vous allez comprendre. Exemplaire parce que c'est quand même la première entreprise de médicaments de la branche professionnelle de l'industrie pharmaceutique que j'ai le plaisir et la joie de suivre depuis quelques années pour ma fédération. Sanofi, c'est son 4e plan d'économie. Les 3 premiers, il a supprimé 6000 emplois. Celui qui est annoncé, c'est 1700, dont 400 en recherche, pas oublier les 1300 autres. Voilà. Et il est exemplaire à ce titre-là parce qu'au niveau de la branche de l'industrie pharmaceutique française, il est suivi par tout le monde. Actuellement, on a en charge et en suivi 35 PSE dans la branche de l'industrie pharmaceutique pour 6000 emplois. Donc il n'est pas tout seul. Donc c'est le procès de Sanofi, mais on peut faire celui de toute l'industrie pharmaceutique. Je vais aller vite. Il y a 30 ans, le pays comptait 485 entreprises qui fabriquaient du médicament. Aujourd'hui, il en reste 245. Il y a 30 ans, c'était 170 000 salariés. Aujourd'hui, chiffre du LEM, c'est 98 000. Mais avec les induits, c'est 127 000. Faites le compte vous-même. 2008, 44 ruptures de médicaments. 2018, 540. 2019, 1200 ruptures de médicaments. Voilà, on en est là aujourd'hui, et tout ça validé et cautionné par les gouvernements, celui d'aujourd'hui bien sûr, mais aussi les précédents et successifs. C'est plus... À l'heure où, vous vous rendez compte, 1200 ruptures de médicaments, on est en train de nous dire que 2020, ça devrait être 2000. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'écoutais notre monarque président qui nous disait il faut retrouver notre indépendance thérapeutique, garantir la sécurité sanitaire du pays. Il y a 3 semaines, il nous disait encore le vaccin Covid, ça doit être un bien commun de l'humanité. Mais allons-y, faisons-le. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place un pôle de santé publique qui intègre les industries de santé et qui soit sous gouvernance démocratique et par nous-mêmes. Ne laissons plus aux mains du marché ce qui est essentiel, ce qui est un bien commun de l'humanité. Il faut qu'on nous explique, hein. Je ne suis que témoin, je ne suis pas juge. Faut peut-être aussi demander aux actionnaires ce qu'ils pensent de la stratégie de Sanofi. Je serais curieux de savoir ce que pourrait nous dire de ce que fait Sanofi, son premier actionnaire. Si d'aucuns l'ont oublié, le premier actionnaire de Sanofi, c'est L'Oréal. Merci. Merci Monsieur Blanco et merci à vous. Je reviens donc sur la question de la faillite de Sanofi en matière de recherche vaccinale. Et je demande donc à Monsieur Antoine Martin, greffier, de nous lire cet épisode mettant en scène le président de la République en juin 2020. Merci Madame la juge. Pièce à conviction numéro 7. Le mardi 16 juin 2020, le président en visite chez Sanofi pour parler vaccin. Sur France 3, ce 16 juin 2020, Emmanuel Macron se rendait sur le site de Marcy-l'Étoile, près de Lyon, pour faire le point sur les vaccins. 3 jours plus tôt, Paul Hudson, le directeur général de la firme, déclarait que si un vaccin était trouvé, les États-Unis seraient servis les premiers. Une tempête
fuite médiatique couvait dans le pays suite à cette déclaration. Emmanuel Macron est alors accueilli par Serge Weinberg, le président de Sanofi. Et le président promettait, dans la foulée, 200 millions d'euros pour la recherche et la production pharmaceutique. La paix était signée, la multinationale s'offrait une immense campagne de publicité sur toutes les chaînes, sur tous les sites, avec le chef de l'État comme agent. Merci. J'appelle pour témoigner Monsieur Fabien Mallet de la CGT Sanofi qui va nous éclairer sur la difficulté de l'entreprise à fournir ce vaccin tant attendu. Merci Madame la Monsieur Présidente. Mallet. Madame la Présidente, j'aimerais vous poser quelques questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Vous pouvez. Votre micro peut-être plus près. Oh, c'est mieux comme ça ? Ouais. Donc, vous l'avez vu, le VRP de luxe est venu expliquer que Sanofi était une entreprise très sympathique. J'aimerais qu'on demande comment se fait-il qu'au 54-56 rue de la Boétie se trouvent des gens qui décident d'arrêter des vaccins lorsqu'ils les estiment pas suffisamment rentables, se trouvent des gens qui décident d'arrêter des recherches quand ils les estiment pas suffisamment rentables, se trouvent des gens qui souhaitent... Je n'ai rien vu. Moi non plus. Souhaitent simplement engraisser des actionnaires plutôt que de soigner l'humanité. Voilà où on en est aujourd'hui, Madame la Présidente. Je ne sais pas comment on qualifie ça lorsque des personnes décident sciemment de laisser en dehors du soin des millions d'êtres humains sur cette planète. On appelle ça des questions légitimes en tout cas. Je vous laisserai en tout cas le juger. Très bien. Mais je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mallet. D'autres accusations font état de pollution industrielle à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je demande donc au greffier de nous faire la lecture du récit de Marie-Hélène Balasque, médecin à Mourinx, et de Christelle. Et non, pas Christelle. Je vous écoute. Merci Madame la Présidente. Donc, lecture de la pièce à conviction numéro 8. Donc, à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, Sanofi a rejeté dans l'atmosphère depuis son usine et pendant 40 ans du bromopropane et du valproate de sodium. Des substances cancérigènes mutagènes jusqu'à 190 000 fois les doses autorisées. J'ai donc maintenant voulu lire le témoignage de Marie-Hélène Balasque, médecin à Mourinx, le 15 octobre 2018. Sur Mourinx, je traite une population d'environ 1500 habitants. Et on se pose énormément de questions. Je vois des familles dont tous les enfants sont autistes. Une explosion des cas de cancer rares chez des gens jeunes, sportifs, qui ne font pas du tout partie des populations à risque. Une explosion des cas de démence et de maladie d'Alzheimer. Là, actuellement, c'est les cancers du pancréas. Des moutons à 5 pattes, on en a trop ici. Et j'ai l'impression que ça s'accélère. Mais il n'y a pas d'études. J'ai posé des questions à ce sujet, on m'a répondu non, on n'a rien, on n'en parle pas, secret industriel. Ce qu'on a en revanche, c'est de la communication des entreprises, ça oui. Depuis que les associations de riverains sont créées, on reçoit sans cesse des bulletins de Sanofi. Merci. J'appelle donc Monsieur Franck Aubertin, salarié chez Sanofi, à venir témoigner à la barre. Bonjour, merci Madame la Présidente. Je vous en prie, Monsieur Aubertin. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Franck Aubertin, je suis salarié de Sanofi depuis 15 ans. J'ai commencé sur le site de Romainville en 2006. Site, comme on l'a démontré tout à l'heure, qui s'est fait ratatiner, car il n'existe plus aujourd'hui chez Sanofi. Maintenant, je suis à Montpellier depuis 2008. J'étais dans le service système nerveux central, en biologie moléculaire, où j'ai essayé d'apprendre un métier. Et en 2010, on a subi un plan social. On a enlevé moins 20% d'effectifs. Et on est venu me voir, on m'a dit « Ce plan, il va être bien, t'inquiète pas, c'est bon, ça va continuer. C'est pour la société, ça peut être que bien. » Alors c'était bien. Bien pour les actionnaires, pour les dividendes, pour le cours de la bourse. Moi, je suis arrivé et on m'a dit, bah maintenant, le système nerveux central, le service, il est fermé. Tu vas aller en unité exploratoire, tu faisais de la biologie moléculaire, maintenant tu vas faire de la bioanalyse. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai appris un nouveau métier. On a essayé de retrouver la passion. On avait perdu nos vieux qui savaient comment on faisait dans les laboratoires, mais bon, on se débrouille par chacun nous-mêmes. En 2012, putain, un autre plan. Moins 20% sur les effectifs. L'unité exploratoire, ratatinée. Si tu veux continuer à faire ton boulot, il faut aller sur Paris. Bah moi j'ai dit non.
Et pendant 2 ans, de 2012 à 2014, je suis venu tous les jours sur le site de Montpellier et j'avais pas d'emploi, pas de métier. Et ça importait personne. J'ai fait 2 ans à fabriquer des banderoles, des billets, des tracts pour essayer de mobiliser les gens. Rien. Personne ne se préoccupait de moi. 2014, bon, on m'a proposé un poste. J'ai fait la distribution du courrier et des colis sur le site. Alors de la recherche, je suis parti sur la logistique. Il n'y a pas de sous-métier. Mais on devient complètement schizophrène. Nos métiers, ils n'ont plus de sens. Un jour, vous êtes là, l'autre jour, vous êtes de l'autre côté. Pour la direction, on est des pions. Et c'est ça aussi, Madame la Présidente, les plans sociaux pour les salariés, c'est on devient schizophrène. Merci. 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 Merci pour ces paroles. Avant que la Cour ne délibère, les derniers éléments du procès reviennent sur les liens entre la Macronie et l'entreprise Sanofi. La question sera de savoir si on peut parler de scandale d'État. Madame Juvenel, Monsieur Martin, greffier, greffière, c'est à vous pour de nouvelles pièces à conviction. Pièce à conviction numéro 9, actes et déclarations du président et des ministres tendant à démontrer que le scandale Sanofi est aussi un scandale d'État. Dépêche de l'AFP du lundi 9 juillet 2018, soit le lendemain de l'annonce du scandale de Mourinx. Le Gotha de la pharmacie mondiale s'invite à Paris à l'occasion du Dolder, un forum privé et dont les échanges restent secrets. Les PDG des 25 plus gros laboratoires mondiaux étaient reçus dans les salons de l'Élysée par Emmanuel Macron en personne, sous la présidence du directeur général de Sanofi. À la une des Échos, le lendemain, dimanche 10 juillet 2018, déclaration du directeur général de Sanofi, ravi. Les mesures gouvernementales sont encourageantes. Elles prévoient notamment une croissance minimale annuelle de 3% pour les médicaments innovants. Nous avons conclu un protocole d'accord avec BPI France pour lancer Inobio 2 pour un total de 200 à 250 millions d'euros. Entre la Macronie et Sanofi, c'est une idylle qui dure. Le président du conseil d'administration, Serge Weinberg, avait dès 2007 conseillé au jeune Macron « Enrichissez-vous ». Administrateur de Rothschild et compagnie, il aide à entrer dans la banque d'affaires. Depuis, Emmanuel Macron et son gouvernement soutiennent Sanofi. C'est à peine nommé à l'été 2017 que le Premier ministre Édouard Philippe visite le site de Vitry avec Serge Weinberg à ses côtés. Puis, qui fait la leçon? Il ne faut pas dénigrer une entreprise française, une entreprise qui fonctionne bien. C'est Christophe Castaner, alors porte-parole du gouvernement, en visite à Sisteron. On ne doit pas critiquer des entreprises qui réussissent comme Sanofi. C'est la ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn, qui explique que dans l'affaire de la Dépakine, faire payer Sanofi, ça n'est pas l'urgence. C'est Agnès Pannier-Runacher au printemps 2020, alors que la France manque d'hypnotiques, alors que des malades meurent dans la souffrance, qui répond « On peut faire confiance à Sanofi » quand on lui demande où en est la production. Maintenant, on va vous lire le témoignage de Sabine d'Abbeville en janvier 2020. Épileptique, Sabine a pris de la Dépakine, y compris durant sa grossesse. Sa fille Anne, 20 ans maintenant, souffre d'autisme et dernièrement perd la vue. Je suis tellement inquiète, je ne dors plus. Tellement stressée que ça me fait péter des muscles. Et en plus, ils ont remis la Légion d'honneur à Weinberg, le président de Sanofi. Il a été élevé au grade de grand commandeur. Très bien. La Cour remercie l'ensemble des participants et de ces témoignages. Je vais maintenant donner la parole à monsieur le procureur Jean-Louis Perrin, qui m'a bien assisté pendant ce procès et qui va désormais procéder aux réquisitions. À vous, monsieur Perrin. Écoutez, madame la présidente, messieurs, mesdames les jurés, Sanofi, entreprise soi-disant de la santé, mais Sanofi, qui a dans ses rangs 5% de BlackRock, Sanofi, qui fait de la santé un intérêt financier, alors que c'est la finance qui devrait servir la santé. Sanofi, qui n'hésite pas, sur son site de Mourinx par exemple, à polluer, à dépasser les normes jusqu'à hauteur de 190 000 fois les rejets autorisés. Sanofi, qui fait
que sur ces sites de production, certains de ces salariés se retrouvent dans le sang, des produits qu'eux-mêmes fabriquent, sans aucune autre protection que des protections individuelles, qui apparemment ne sont pas suffisantes. Sanofi qui va annoncer 9 milliards de bénéfices, certainement demain. Sanofi qui casse sa recherche. Sanofi qui n'est pas capable de trouver un vaccin dans les temps. Sanofi qui reverse à une seule fois à ses actionnaires l'équivalent de 40 années de dons au Téléthon. Sanofi doit être jugé coupable, oui, coupable d'une entreprise de la santé au service de la finance. Sanofi, coupable de casser sa recherche. Sanofi, coupable du mal-être au travail de ses salariés. Il faut savoir que sur le site de Gentilly, pour une mise en demeure, pour risques psychosociaux, après un suicide et de multiples tentatives de suicide, non, nous ne voulons pas que Sanofi devienne la société orange des années 2021. Alors oui, Sanofi doit être jugé coupable. Et surtout, nous ne devons avoir, comment dire, on ne peut pas se dire oui mais Sanofi c'est une entreprise de santé, alors vous savez, il faut un peu être conciliant avec elle. Non, Sanofi se doit d'être exemplaire. Et aujourd'hui, Sanofi n'est pas exemplaire. Aujourd'hui, au contraire, Sanofi est le contre-exemple de ce que l'entreprise de la santé devrait faire. Donc oui, moi je vous le demande, condamnez Sanofi. Merci, monsieur le procureur, pour cette réquisition. Je me tourne enfin vers la défense pour que la Cour puisse se faire une idée réelle de la situation. Et je demande monsieur Ruffin à la barre. La parole est à vous. Merci madame la présidente. Alors, je vous en prie. Manifestement, il y a eu un procès à charge, donc je ne vais pas avoir une tâche facile en tant qu'avocat de la défense. Non, tout à fait. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans mon rôle, et très sincèrement pour vous tous, saluer la démarche de la CGT Sanofi. Saluer la démarche de Jean-Louis et de ses copains. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ils défendent les salariés. Évidemment, ils défendent les emplois. Évidemment, ils défendent les salaires. Mais ils font tout ça en ouvrant leurs portes au maximum. En ouvrant leurs portes à Bertrand sur le diabète, à Claire sur la dépakine, pour porter l'intérêt général. Et ce que je crois profondément, excusez-moi Madame la Présidente, mais ce que je crois profondément aujourd'hui, c'est que tous ensemble aujourd'hui, nous représentons l'intérêt général. Tous ensemble, ce qui devrait être la direction de cette entreprise, ça devrait être vous, ça devrait être nous qui devrions être au conseil d'administration de cette entreprise. En vérité, c'est un scandale, mais bon, voilà. Donc vraiment, grand merci à Jean-Louis et grand merci à la CGT Sanofi de s'associer comme ça et de porter les questions de santé publique de cette manière-là. Très bien. Maintenant, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, je vous aime beaucoup. Il m'est même arrivé de mener des combats avec vous, mais en garant votre camionnette ici, devant le siège de Sanofi, en menant cette ridicule parodie de procès, je vous le dis franchement, vous vous trompez de cible. Faites attention à l'outrage, monsieur Ruffin. Eh bien, l'outrage, j'y suis habité en d'autres lieux. Vous n'allez pas me faire peur, Madame la Présidente. Quand le sage montre la lune, dit-on, l'imbécile regarde le doigt. Vous êtes aujourd'hui ces imbéciles. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui, s'il vous plaît. Que reprochez-vous aux dirigeants de Sanofi ? Vous leur reprochez d'avoir supprimé la moitié de leurs chercheurs depuis 10 ans ? Vous leur reprochez d'avoir supprimé leurs recherches sur le diabète, sur la neurologie, sur la maladie d'Alzheimer, sur la cardio. Vous leur reprochez d'être incapable de développer un vaccin. Vous leur reprochez de liquider encore 1700 emplois. Vous leur reprochez de verser 4 milliards d'euros pendant ce temps-là aux actionnaires. Mais qu'est-ce que vous attendiez de Sanofi ? Qu'est-ce que vous croyez, mes petits cocos ? Que Sanofi est une association philanthropique dont le noble but est de porter secours aux lépreux et aux nécessiteux du monde entier.
Non, 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 non. Par qui est détenu Sanofi? Le premier d'entre eux, ça a été dit, L'Oréal, alias la famille Bettencourt, que peu de monde ici, je pense, confond avec Mère Teresa. Le second, le fonds BlackRock de Larry Fink, qui passe pas non plus pour être un disciple de l'abbé Pierre. À partir de là, comment être surpris que ça serve essentiellement les intérêts des actionnaires, que si pour ça il faut polluer l'air et le sang, eh ben ils le fassent, quoi. Ce sont des psychopathes du profit, sans limite interne, sans contrôle intérieur de la structure. Et c'est pour ça que je vous dis, portez votre regard au-dessus. Parce est-ce qu'il y a aujourd'hui un contrôle extérieur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une limite externe qui est citée? On ne doit pas critiquer une entreprise qui réussit comme Sanofi, nous disait le ministre de l'économie. Mais même quand elle échoue, on ne doit pas critiquer Sanofi. Parce que, excusez-moi, mais comme avocat, depuis un mois, j'ai l'impression d'avoir affaire à une concurrence complètement déloyale. Je vois les ministres qui passent sur les plateaux télé et qui se font les véritables plaideurs de Sanofi. Je les vois en VRP. Il suffit d'écouter Agnès Pannier-Runacher quand on lui dit que Sanofi va supprimer 400 emplois dans la recherche en France. Elle explique que c'est pour mieux se recentrer. Vous voyez, on élimine la graisse sur les côtés pour mieux se recentrer sur l'essentiel. Quand on lui dit qu'il va y avoir donc 1700 suppressions de postes, elle dit « Vous faites allusion à une information qui a d'ores et déjà été donnée il y a 7 mois. » Comprenez? C'est de l'histoire ancienne déjà, tout ça. Qu'on écoute Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il commence par raconter? Sanofi est un fleuron industriel français, une grande entreprise mondiale. Il faut se rendre compte dans quel moment on nous dit ça. On n'a pas de vaccin, on est dépendant de Pfizer, il y a des milliards de dividendes qui sont versés, mais le ministre de l'économie vient répondre ça sur BFM à propos des 400 chercheurs supprimés. Justement, Sanofi a fait un choix qui me paraît judicieux de se mettre sur des médicaments à forte valeur ajoutée. Je pense que là, on a un vrai lapsus. Pourquoi? Parce qu'on vient dire Sanofi supprime la recherche sur la cardio, Sanofi supprime la recherche sur le diabète et ainsi de suite. Et que répond Bruno Le Maire? Il répond que c'est un choix judicieux. Pourquoi? Pour se mettre sur des médicaments à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que le choix des médicaments à développer, il ne le fait pas en fonction de la santé des Français. Il ne le fait pas en fonction de la santé publique, mais parce que ça serait lié qu'il y aurait de la forte valeur ajoutée. C'est-à-dire comme si vous aviez, en fin de compte, un actionnaire de Sanofi qui se trouvait au ministère de l'économie. Le dernier épisode, et il n'est pas le moins scandaleux, qu'a répondu Sanofi sur le vaccin? Ils ont répondu, on va faire du flaconnage en Allemagne à partir du mois de juillet. Et tous les politiques ont dit, c'est super, regardez, ils vont faire quelque chose, c'est génial. On disait 3 mots, 3 scandales dans ce flaconnage Allemagne-juillet. Pourquoi on va faire que du flaconnage et pourquoi Sanofi ne va pas produire le vaccin? Pourquoi en Allemagne et pourquoi pas partout en Europe et pourquoi pas sur les chaînes de production en France? Et pourquoi à partir du mois de juillet, alors que nous on risque le confinement la semaine prochaine, alors qu'on doit se coucher avant 18h, alors que les bars, les restaurants, les cafés, les cinémas et ainsi de suite sont fermés, pourquoi il va falloir attendre le mois de juillet? J'ai interrogé les salariés de Sanofi qui me disaient on serait tout à fait capable de produire ça dès maintenant. Et face à ça, que font les politiques? Ils disent c'est très bien, Sanofi est formidable, nos ministres. Je rappelle que ministre, ça veut dire servir. Servir qui là? Est-ce qu'il s'agit de servir l'État? Est-ce qu'il s'agit de servir le peuple? Ou est-ce qu'il s'agit de servir les actionnaires? C'est pour cette raison, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, qu'à la place de garer votre camionnette devant Sanofi, je pense que eux, ils remplissent le contrat. Ils ont un contrat à l'égard de leurs actionnaires. Mais nous, vous devriez garer votre camionnette devant le ministère de la Santé, devant le ministère de l'Économie, devant évidemment le palais de l'Élysée, puisque ce sont eux qui ont un contrat avec nous et qui devraient nous protéger contre ces psychopathes du profit. Donc, je vous propose, moi, de condamner Sanofi si vous le souhaitez, mais à titre de complice, finalement, d'autres responsables me semblent au-dessus d'eux. Merci. Merci, Monsieur Ruffin, pour ces questions. Mais ne vous inquiétez pas, le contrat sera rempli dans cette cour et
Justice sera rendue, mais merci, merci à vous. La tâche n'était pas facile, vous avez relevé le défi, merci. Bien. Les accusations portées à l'encontre de Sanofi sont importantes, vous l'avez entendu. Aussi, la Cour réunie en ce jeudi 4 février 2021 demande aux jurés, ici présents, de répondre coupable ou non coupable au chef d'accusation suivant. Trahison sanitaire. Mise en danger de la vie d'autrui. Coupable! Casse de la recherche scientifique. Coupable! Licenciement injustifiable. Coupable! Aggravation de l'état sanitaire des pays les plus pauvres. Coupable! Avoir fait passer l'argent avant les gens. Coupable! Mesdames, messieurs les jurés, reconnaissez-vous l'entreprise Sanofi coupable ou non coupable? Coupable! S'il vous plaît. Au nom de la République française ici représentée, le tribunal populaire reconnaît la culpabilité de Sanofi pour l'ensemble des chefs d'accusation. Il suggère une peine d'emprisonnement pour l'ensemble de ses dirigeants et pour les ministres qui ont courbé l'échine devant l'entreprise et servi ses intérêts et non ceux du peuple. Il demande également une réappropriation sociale immédiate de l'entreprise afin que l'État reprenne sa peine et en tienne souveraineté sur la santé des Français. Réquisition! 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 Merci.